Diarama à tout le monde. Ici c'est Hamidouba de codefacilité.com. Alors aujourd'hui nous allons nous lancer dans l'apprentissage d'un framework, d'un nouveau framework vraiment révolutionnaire. Voilà, donc qui a été, dont la version bêta a été annoncée lors de la Mobile World Congress du février dernier, c'est-à-dire dans l'année 2018. Alors, c'est un framework qui va nous permettre de développer vraiment des applications Android et iOS de façon rapide et aussi c'est des applications performantes. Alors, c'est quoi Flutter? Flutter, en fait, c'est un framework de développement d'applications mobiles. Ce framework est proposé en open source par Google, c'est-à-dire voilà, donc la licence est libre, n'importe qui peut modifier les codes sources et les adapter à ce qu'il veut. Ensuite, il propose un moyen unifié de développer des applications Android et iOS à partir d'un code commun. Donc, ça va nous permettre de gagner en temps. Avec un seul code, on peut développer une application iOS et une application Android à la fois. Il permet également de simplifier la gestion des compatibilités entre versions d'OS différentes. Alors là, c'est en fait une particularité de Flutter par rapport à ces frameworks concurrents, comme du React Native et autres. On verra ça en détail dans les prochains slides. Alors, quels sont les points forts de Flutter? En fait, qu'est-ce qui va nous pousser à utiliser Flutter? Flutter, en fait, va nous permettre de gagner en temps. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment, voilà, donc on n'a pas vraiment à relancer chaque fois une application après les modifications des codes sources. Ensuite, il nous donne un design de qualité et extensible et pas de façon personnalisable aussi. Comme on vient de le dire tout à l'heure, en fait, il nous permet encore de développer des applications natives, ou des applications natives avec un seul code commun. Alors, voici quelques outils et plateformes populaires dont Flutter travaille. On a par exemple Android Studio qui est ce fameux outil qui nous permet de développer des applications Android, d'accord, soit en passant par du Kotlin ou du Java. On a également Xcode qui nous permet de développer des applications iOS, des applications natives iOS, d'accord. On a le fameux Visual Studio Code. On a la plateforme Firebase qui nous permet d'ajouter certaines fonctionnalités, à savoir par exemple les push, les notifications, les authentifications et autres. On a fait partie Android SDK. Voilà, donc une aussi plateforme qui nous permet d'ajouter des paquets supplémentaires si on est développeur vraiment poussé, qui va servir à d'autres développeurs dans leurs besoins. On a des API Android, des API iOS, on a du matériel design, voilà, c'est pour son point fort, matériel design. On a la plateforme Redux, on a fait partie iOS de SDK aussi. Pourquoi Flutter est-il révolutionnaire? Alors, on va partir d'une petite histoire, d'accord? On va d'abord faire une comparaison, on va voir comment marche une application native, comment marchent les web views, comment marchent les applications réactives, et ensuite on va voir la nouveauté ou la valeur ajoutée du Flutter. Alors, pour les applications natives, c'est-à-dire des applications qui sont faites à base du code natif, comme du Java ou du Kotlin pour Android, ou bien du Swift ou du Objective-C pour les plateformes iOS. En fait, l'application, elle communique avec la plateforme, c'est-à-dire avec la plateforme, c'est-à-dire iOS ou Android, d'accord, pour créer des widgets ou accéder à des services comme l'appareil photo, la localisation, l'audio, le Bluetooth et autres. Voilà, donc sans passer en fait par un pont, d'accord. Donc puisque du code natif, il peut directement interagir avec les ressources du téléphone, on n'a pas besoin ici de passer par un pont. Voilà, donc ce qui veut dire quoi? Il y aura vraiment de la qualité, surtout de la qualité, mais ce sont des trucs qui sont vraiment très complexes. Donc là, avec ces styles natifs, ça donne vraiment un rendu de qualité. Sauf qu'ici, avec les applications natives, nous devons nous devons apprendre du Kotlin ou du Java pour développer une application Android et aussi apprendre du Swift ou du Objective-C pour développer une application iOS. Alors, parlons un peu des WebViews, c'est-à-dire c'est la génération qui est intégrée pour la première fois,
d'accord, à partir d'un seul code commun, d'accord, de développer une application iOS et Android à la fois. Là, en se basant du HTML, du CSS, du JavaScript. Alors, les WebViews, eux, ils génèrent du JavaScript et du CSS, et voilà, et du HTML. Et pourtant, c'est pas du tout facile avec l'application d'interagir au niveau des ressources du téléphone comme la localisation, le Bluetooth, l'audio, voilà, la caméra, sans passer par un pont. Donc, le pont là, il va servir quoi d'interface entre le code JavaScript et les ressources du téléphone. Donc ce point, il va transcrire, il va convertir ce code qui vient du JavaScript, d'accord, en code natif pour se faire comprendre avec la plateforme cible. D'accord. Donc, ce qui est là, l'application n'étant pas aisée, parfois pas possible d'utiliser directement le JavaScript pour communiquer avec les services du téléphone. L'utilisation d'un pont, ok, bridge est devenu nécessaire. Voici quelques exemples d'appli de framework utilisés. On a le Titanium, le PhoneGap, le Cordova et le Ionic, etc. Après les WebViews, viennent les applications réactives. Et ici, React Native est populaire à juste titre. Alors lui, même pour interagir avec les widgets, d'accord, il passe par un pont. Pour interagir avec les ressources aussi, il passe par un pont. Donc là aussi, c'est vraiment avantageux, mais sauf qu'ici, là aussi, le point faible est que ça joue au niveau des performances de l'application. Parce que pour que une application réactive puisse accéder aux différents composants de la plateforme, il va devoir faire quelque chose de 60 millisecondes, en fait pas par seconde. C'est-à-dire, ça va, en tout cas, si on a beaucoup de widgets à peindre sur le canevas, pour aller accéder, voilà, c'est vraiment un peu lent par rapport à ce qui va nous apporter Flutter. Donc Flutter, en fait, il s'est inspiré un peu des applications réactives pour ajouter, voilà, des nouveautés. Voilà, donc ensuite, attaquons Flutter. Flutter, lui, il propose des vues dynamiques similaires à React Native, mais avec une approche différente. C'est-à-dire quoi, Flutter, lui, il a choisi d'utiliser Dart, c'est-à-dire un langage qui est compilé, contrairement aux applications réactives ou WebViews qui utilisent du JavaScript. Lui utilise le Dart pour réduire les problématiques de performance. C'est-à-dire que lui, il vient avec ses propres widgets et puis il est converti à un langage natif. Donc, contrairement aux applications réactives dont elles ont besoin de widgets. En fait, quand je parle de widgets ici, je parle des composants graphiques comme les boutons, d'accord, les cases à cocher, les listes et autres. Donc, lui, ces applications-là, réactives ou WebViews, ont besoin des widgets de la plateforme. Et Flutter n'en a pas besoin. Dart est compilé en amont en code natif pour les différentes plateformes cibles. Cela déjà permet à Flutter de communiquer avec la plateforme sans passer par un pont. Voilà. Donc déjà, le fait que Flutter soit le seul SDK mobile proposant les vues dynamiques sans pour autant passer par un pont JavaScript le rend déjà particulièrement intéressant. Mais il y a bien plus révolutionnaire aussi, c'est la gestion des widgets. En fait, comment il gère les widgets? D'abord, avant de comprendre voilà, la gestion des widgets, vous devez tout à fait quand même comprendre, avoir une philosophie de comment les widgets doivent être. Les widgets, en fait, doivent être esthétiques et adaptés. Ils doivent aussi donner une expérience d'interaction naturelle. Alors là, ils nous le donnent. Le framework Flutter nous le donne. Les widgets doivent être rapides dans leurs affichages et leur utilisation. En fait, les widgets doivent être personnalisables et pouvant être modifiés et étendus. C'est-à-dire avec, comment dirais-je, la philosophie du Flutter, le fait qu'il est en open source, n'importe qui peut modifier et étendre les widgets comme il veut. Voilà. Alors, regardons maintenant l'architecture de Flutter. Flutter, lui, si vous avez bien remarqué, dans les autres frameworks, on voyait ici des widgets. Mais pour Flutter, lui n'en a pas besoin. Lui, il a besoin, déjà il utilise le Dart, il n'utilise pas du JavaScript.
Donc il n'a pas de problème avec les autres. Le Dart, c'est un peu comme du C, on verra ça en détail. D'accord. Le Dart, lui, c'est un langage compilé. Tout ça aussi, on verra en détail. Ce que vous devez retenir ici, c'est que lui, il n'a pas besoin des widgets de la plateforme. Plutôt, il vient avec ses propres widgets. D'accord. Ok. Donc avec des canaux de communication, il peut aussi accéder aux services. Donc, en fait, il n'a pas besoin d'un pont comme du JavaScript, d'accord? Voilà, pour se faire comprendre avec les services du téléphone. Et ici, plus particulièrement, ce que vous devez retenir, c'est que lui, il n'a pas besoin, voilà, des widgets de la plateforme. Il vient avec ses propres widgets. Donc, ce qui va dire quoi? Ce qui va, en fait, voilà, donc accélérer vraiment le chargement d'une application. Ça ne va pas assez nous prendre du temps quand on a à charger parce que les kits sont déjà intégrés au niveau de l'application et non au niveau de la plateforme. Voilà. Ensuite, attaquons aussi au niveau des DOM, notion de DOM avec les views réactives. Aussi, là aussi, on va voir les particularités, c'est-à-dire la valeur ajoutée aussi de Flutter avec les DOM. Avec les applications réactives, voilà, donc comme par exemple le React.js, le DOM virtuel n'est pas mutable et est reconstruit de zéro dès qu'un changement il est fait. En fait, pour les applications réactives, ok, donc lui, il crée un DOM. DOM d'abord, c'est quoi? C'est, d'accord, c'est Data Object Model. Ok, c'est son, voilà, c'est une API de JavaScript qui nous permet de manipuler du code HTML. D'accord. Voilà, donc pour les applications réactives comme le React.js en l'occurrence, lui, en fait, il crée un DOM virtuel qui est un peu comparé au DOM réel. Ensuite, avec ce DOM, en fait, il n'est pas vraiment déplacé, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a chargement d'une nouvelle version, il initialise le code à zéro. D'accord. Donc le DOM en fait il n'est pas du tout modifiable. Ensuite, pour les applications réactives, pour les widgets de React Native, contrairement aux applications React.js, lui il utilise un arbre de widgets. D'accord. Il compare cet arbre de widgets au widget réel de la plateforme. D'accord. C'est ce qu'il fait. Il crée un DOM virtuel d'un arbre de widgets. Contrairement au React.js, le React.js utilise le DOM, voilà, des composants, d'accord, le DOM de HTML, sauf que lui, il utilise des widgets, c'est-à-dire des composants graphiques. Donc, il crée, lui, un arbre qui est un peu comparatif, voilà, équivalent à l'arbre voilà, au widget de la plateforme cible. Et là, il passe par un pont, puisqu'il utilise JavaScript pour communiquer, d'accord. Voilà. Donc, React Native utilise le même procédé que les apps réactifs, mais pour les applications mobiles, au lieu de manipuler un DOM virtuel, il construit un arbre virtuel de widget et le compare à l'arbre de widget natif et le met à jour de ceux qui ont changé. Alors, avec Flutter et les widgets, lui, regardez, il n'a pas besoin voilà, de pont, de rien. Donc, avec son renderer, et son langage, son fameux langage compilé, le Dart, il compile directement voilà, voilà, ses composants en langage natif. Mais il n'a pas besoin des widgets de l'application. Avec Flutter, les widgets et le moteur de rendu sont remontés au niveau de l'application. Il n'y a pas de widget natif à manipuler. Et l'arbre de widget virtuel est donc en fait l'arbre de widget tout court. Voilà. Flutter est le moderne outil UI pour les applications natives. Alors, si vous remarquez ici bien, le framework Flutter, d'accord, voici un peu ses composants. On a le matériel, le Cupertino, on verra tout ça en détail, d'accord, les widgets, les renderings, les animations, les painting, les gestures, le foundation. Voilà, donc tous les composants que vous voyez là sont des composants qui sont vraiment du tout modifiables. Donc, on peut les étendre. D'accord. Voici, vous pouvez voir en bas ici les moteurs qui utilisent le framework Flutter. Voilà, ce sont des moteurs qui sont écrits à base du C++. On a le Skia, le Dart, okay, le texte, c'est-à-dire le fameux moteur de recherche. Voilà, ici à côté, ici,
avec une application cliente faite par Flutter, avec s'il a besoin d'interagir avec une plateforme iOS. Donc là, il passe par les canaux de communication donc, qui font appel à des méthodes asynchrones, d'accord, pour pouvoir, ce sont des classes en fait. Donc c'est trop technique. Ce sont des classes qui font appel à des méthodes asynchrones pour pouvoir accéder aux différents composants voilà, de la plateforme. Par exemple iOS et ici aussi évidemment pour la plateforme host, Android host aussi. Alors, Flutter et les 8. Ok, on était. Voilà, c'est ici, on était. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va vraiment nous pousser à utiliser Flutter? Comme vous le voyez ici, ce sont vraiment les développeurs et les entreprises qui accompagnent Flutter. Donc déjà, ça peut vraiment nous inciter à nous lancer aussitôt que possible dans l'apprentissage de ce nouveau framework. Parce que là, il y a beaucoup d'entreprises qui l'accompagnent. En plus de ces entreprises, le code déjà, il est open source. Donc, ce qui veut dire quoi? Que n'importe qui peut le modifier et l'améliorer. Alors, déjà, il y a déjà des produits finis de, de Flutter dont certaines plateformes utilisent, comme Alibaba, Google AdWords, d'accord, le Birch Finance, le Hamilton Musical, sont tous des apps qui utilisent déjà une partie de Flutter. Alors, là c'est un donc là c'est un voilà, donc c'est une remarque de David Derrima, un cofondateur de Post. Il dit quoi? Que Hamilton a été lancé comme application vedette sur iOS et Android 3 mois après l'écriture de notre première ligne de code Flutter. Voilà, donc ce qui veut dire quoi? Ça nous permet vraiment de développer une application de façon très rapide. Alors, au niveau de l'écosystème et de la communauté aussi, là-bas aussi c'est important. On a plus de 1100 packages dans le repository. On a plusieurs étoiles, plus de 24 000 étoiles, d'accord. Actuellement, peut-être si vous remarquez, ça peut dépasser cela, 38 000 ou autres. Plus de 500 applications faites par Flutter dans le Play Store. Là aussi, ce sont de la documentation. Il y a aussi des tutoriels, d'accord. Là, le site flutter.com, là-bas, vous allez voir des templates, d'accord. Flutter.org, des tutoriels et ainsi de suite. Voilà, donc au niveau de l'open source, il y a plus de 250 contributeurs. Donc la licence utilisée, c'est le BSD. Voilà, c'est une licence qui est utilisée pour des open source et aussi pour des codes source payants aussi. Donc voici les composants clés de la famille de développeurs Google. Voilà, donc qui sont qui interagit dans l'amélioration de Flutter. Flutter propose une boîte à outils d'interface utilisateur portable de haute qualité, ainsi qu'un moyen rapide et expressif de créer des interfaces utilisateurs d'applications natives. Entre autres, on a Firebase, on a le matériel et autres. En résumé, on va résumer tout ce que nous venons de dire, c'est-à-dire ce qui rend vraiment Flutter si intéressant et nouveau. Premièrement, on a l'avantage des vues réactives sans passer par un pont JavaScript. Deuxièmement, vraiment une application faite par Flutter, c'est rapide et fluide. Il s'agit en fait de code natif compilé, contrairement aux autres frameworks. Le développeur a un contrôle total sur les widgets et la disposition des éléments. Ah là oui, Flutter il vient avec ses propres widgets. Ensuite, fournit des bibliothèques, un éditeur, une machine virtuelle VM et un compilateur pour JavaScript. Ensuite, il y a plein de beaux widgets personnalisables qui sont déjà intégrés. Voilà. Donc après cela, nous allons attaquer le langage qui nous permet de développer une application Flutter. Vous savez, Direct Native, il faudra un peu avoir un peu de base peut-être en JavaScript. Avec le Ionic, il faudra un peu avoir aussi là-bas également une base en JavaScript, du HTML, du CSS ou du Angular. Voilà. Donc pour le Flutter, il suffit juste de prendre un langage qui est très simple, qui est le Dart. Voilà, donc qui est un peu, pour ceux qui ont fait du C, voilà, qui est un peu, qui ressemble un peu au C.
Alors, le Dart, c'est quoi? C'est un langage orienté objet. C'est-à-dire c'est un langage où on ne parlera que des objets. L'unité logique de la programmation orientée objet, c'est de l'objet. Ensuite, c'est un langage qui a été développé par Google. Donc, leur intention, c'était d'avoir un langage qui va remplacer du JavaScript. Parce que JavaScript ne fait pas toutes les fonctionnalités. En fait, c'est un langage orienté objet principalement utilisé pour créer des sites web, des serveurs. Là aussi, il communique, il nous permet aussi de travailler au niveau du server-side. Il est aussi concurrent, premièrement du JavaScript, et aussi concurrent aussi des PHP et autres, des langages côté serveur, et des applications mobiles. Voilà, donc nous, on va l'utiliser dans ce sens, dans la création des applications mobiles. Il fournit aussi des bibliothèques, un éditeur, une machine virtuelle et un compilateur pour JavaScript. D'accord? Donc pour se faire comprendre avec du JavaScript, il a un compilateur qui va transcrire, d'accord, ses codes sources en JavaScript. Donc il permet de créer, voilà, il a été créé pour améliorer l'expérience des développeurs en fonction des performances et de la productivité. Voilà. Parlons un peu de l'historique de ce fameux langage de programmation. En fait, il a été dévoilé lors de la conférence Goto au Danemark le 10 octobre 2011. Il a été fondé par Lars Bak et Kasper Lund. Bak, déjà, c'est un programmeur informatique danois qui a précédemment développé l'interpréteur JavaScript V8 pour Chrome. L'interpréteur V8, voilà, le moteur qui utilise JavaScript, voilà, en cette année. Voilà, V8 est principalement responsable du succès de Chrome. D'accord? Google a ensuite déplacé la plupart des ingénieurs V8 vers le projet Dart. Voilà. Ensuite, voici les concepts que vous devez retenir, que vous devez mettre en tête. On a déjà dit que le langage, il est orienté objet, donc il faut pas, si on est déjà des développeurs initiés, voilà, on n'a pas pensé à certains trucs, des particularités qu'utilisent les autres langages. Donc, voyons cela un peu plus en détail. Donc, tout ce que vous pouvez placer dans une variable, c'est un objet. Chaque objet est une instance d'une classe. Tous les objets héritent de la classe object. D'accord? La spécification de type statique clarifie votre intention et permet une vérification statique par les outils, mais elle est facultative. Dart n'a pas les mots-clés public, ni protect, ni private. C'est un identifiant, c'est-à-dire si une variable commence par un trait de soulignement, il est privé à sa bibliothèque. Ou si une méthode ou une fonction précède un trait de soulignement, là il est privé aussi à sa bibliothèque, mais pas à sa classe. Les identifiants peuvent commencer par une lettre, c'est-à-dire les variables ou autres peuvent commencer par une lettre ou voilà, underscore, suivi de toute combinaison de ces caractères et de chiffres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace dans la déclaration d'une variable, d'accord? Et aussi, il y a des particularités, on ne peut pas commencer par un chiffre pour la déclaration d'une variable, d'accord? Une variable ne peut pas contenir tous les caractères spéciaux, excepté du caractère $. Ensuite, voici la suite des concepts. Dart analyse tout votre code avant de l'exécuter. Vous pouvez fournir des astuces à Dart, par exemple en utilisant des types ou des constantes de compilation pour détecter les erreurs ou pour accélérer l'exécution de votre code. Dart prend en charge les fonctions de haut niveau. Vous pouvez également créer des fonctions au sein d'autres fonctions, c'est-à-dire des fonctions imbriquées ou locales. Dart prend en charge également les variables de niveau supérieur, ainsi que les variables liées à une classe ou à un objet, c'est-à-dire des variables statiques et instances. Ensuite, les outils de Dart peuvent signaler deux types de problèmes. On a les avertissements et les erreurs, les warnings et les erreurs. Dart a deux modes d'exécution. On a le mode production et le mode vérification. Le mode de production est le mode d'exécution par défaut d'un programme Dart. Il est optimisé pour la vitesse. Le mode plutôt de production ignore aussi les instructions d'assert, on verra tout ça, et des types statiques. Le mode vérifié, voilà, qu'on utilisera lorsqu'on sera en instance de développement. Ce mode vérifié est un mode convivial pour développeurs qui vous aide à détecter certaines erreurs de type, voilà, lors de l'exécution. Enfin, voici quelques références. En fait, si vous êtes un peu initié, voilà, donc en anglais,
Voici les références dont vous aurez besoin déjà avec Google Translate, il va vraiment vous aider. On a le flutter.io, le Dart qui est une documentation vraiment super complète. D'accord, on a le Dartlang aussi qui est une documentation super complète sur le Dart. Ok, là c'est le code, c'est un lien qui mène au niveau du code source de Flutter. Là aussi j'ai mis un lien ici voilà, un lien vers une vidéo du DartConf. Du DartConf, c'est-à-dire une conférence plutôt où on annonce les nouveautés de Dart. Je vous remercie.